Bonjour et bienvenue sur Ici Beyrouth. Aujourd'hui, nous recevons une invitée assez spéciale qui va nous parler du monde de l'invisible. Anne Tufigo est auteure, conférencière et médium. Elle a publié 2 ouvrages qui ont rencontré un énorme succès. Sésame qui guide nos pas, aux éditions Flammarion, et plus tard, Il suffit parfois d'un signe chez Albin Michel. Elle a accepté de répondre aux questions d'Ici Beyrouth, qui s'intéresse à tout sujet qui interpelle. Bonjour Anne Tufigo et merci d'être là avec nous. Bonjour, merci Belinda pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici et parmi vous. Alors je voudrais commencer par le commencement et vous poser la question suivante. Comment tout ça a-t-il commencé dans votre vie ? Je dois préciser que je viens de la Normandie, de la Bretagne, que je viens d'une famille qui est tout à fait athéiste, agnostique et qui ne m'a absolument pas amenée sur les voies de la spiritualité ni de la médiumnité, encore moins. J'ai dédié ma vie dans un premier temps à la littérature, à être une bonne élève à l'école. J'ai poussé le cursus scolaire jusqu'à enseigner et être professeure de lettres modernes dans les lycées. Mais toutefois, j'avais depuis toujours quelque chose au fond de moi qui était caché, secret. C'était ces rendez-vous, ce que j'appelle ces rendez-vous un peu secrets avec toutes ces perceptions de l'au-delà qui, chaque soir, au moment de coucher, alors que j'avais que 7-8 ans, venaient à ma rencontre. Et alors que j'en avais pas du tout envie, je précise que j'étais une petite fille plutôt craintive qui avait peur de tout, du toboggan, du vélo, de tous les risques de la vie. Et j'avais pas du tout envie d'être dérangée par ces présences invisibles. Et comment vous avez arrêté ces présences ou est-ce qu'elles vous ont poursuivi depuis votre enfance jusqu'à ce jour ? Alors, j'ai pris sur moi quand j'ai eu 10-11 ans. Je me suis sentie un peu davantage courageuse et puis je les connaissais suffisamment pour leur demander d'arrêter de venir chaque soir me raconter leurs chagrins, leurs peines, tout simplement être là. Et je leur ai dit que c'était terminé, que je ne voulais plus jamais les voir. J'ai été exaucée d'une certaine façon, je ne les ai plus vues. Mais j'ai commencé à les entendre chaque jour dans mon quotidien et elles venaient en fait s'infiltrer dans les petits éléments de mon quotidien, les petites anecdotes. Si j'allais avoir une interrogation surprise en mathématiques, si ma copine de classe allait tomber amoureuse de mon voisin de derrière. Voilà, c'était, je les appelais mes chuchoteurs invisibles et à la fois je vous raconte ça avec un grand sourire. Mais quand on a 10-11 ans, on est plutôt dans cette crainte terrible et on a la sensation peut-être aussi d'avoir ouvert un pan de névrose, de folie. Et je vous avoue que j'ai été très longtemps inquiète de mon état psychiatrique. Je me suis demandé si vraiment tout allait rond en moi et si j'avais pas quelque chose qui allait mal. Et ma première lecture, qui n'a pas été plutôt des lectures enfantines, c'était Freud. Voilà, je me suis dit que peut-être si allait me répondre sur la folie, le ça, le surmoi, c'était lui. Je vous avoue que j'ai pas trouvé grand-chose sur la médiumnité chez Sigmund Freud. Et voilà, vous vous proposez d'être le pont entre le visible et l'invisible. Et vous savez que beaucoup de personnes ont peur de la mort et voudraient bien croire à une vie après la vie. Or, ceux qui viennent vers vous, ou ceux qui croient qu'il y a une vie après la vie, est-ce que ce que vous leur apportez n'est pas peut-être une manière de différer leurs angoisses plutôt que de leur apporter une réponse ? Je joue un peu l'avocat du diable. J'aime bien que vous jouiez l'avocat du diable. Mon rôle, vous savez, quand on perd un être cher, on a surtout plein de choses qu'on ne s'est pas dit. Ça concourt aussi à la compétence à perdre. Moi, je sais que 80% de mes consultants n'ont pas fait leur deuil parce qu'ils n'ont pas pu dire au revoir à l'être cher. Pour diverses raisons, la géographie les a éloignés, la maladie, l'inconscience, le trauma, les médicaments, et ils traînent avec eux tout un tas de chagrin, de ressenti, parfois de colère. Mon rôle est avec beaucoup d'humilité de retracer et de redonner ce dernier dialogue qu'ils n'ont pas pu avoir à tous ceux qui les aiment. Et j'aimerais vous dire, Belinda, que ce sont parfois que des dialogues d'amour et de bienveillance, non pas tous
parcours, on a des choses profondes, intenses à se dire, des pardons à se donner, des indications très fortes. Ça va vous paraître fou de ça, mais j'ai un immense respect de, de- d'amour pour tous les défunts et tous les disparus parce que ils ont fait ce qu'on appelle leur examen de conscience et ils viennent se livrer à moi sans phare dans leurs erreurs, dans leur justesse. Et ils ont besoin de continuer à être un relais efficace pour tous ceux qui sont encore sur Terre. Donc c'est pas tant différer un deuil que venir essayer de résoudre des choses non résolues et de permettre à tous ceux qui sont restés encore ici-bas de cheminer avec plus de sérénité ou en tout cas plus d'objectivité. Les personnes en deuil sont en général très affligées, sont bouleversées, sont très en peine. Et aussi là, je voudrais aborder donc, cette question de cette manière-là. Est-ce que quelqu'un vous a reproché de profiter de cette vulnérabilité? Parce que quelque part, ils sont prêts à croire l'incroyable pour mieux avancer dans la vie. Est-ce qu'on vous a reproché de profiter de cette vulnérabilité propre aux endeuillés? Alors, jamais, pour une bonne et simple raison, on ne va pas voir un médium comme on va voir un psychothérapeute ou une amie à qui on a envie de parler. Moi, je ne reçois jamais les gens au-delà d'une à maximum 2 fois par an. Euh, Nous ne sommes pas des béquilles thérapeutiques. Nous sommes placés à un moment donné sur la route des gens que je rencontre pour leur délivrer des messages, leur apporter quelque chose d'autre que, a priori, les thérapeutes, tous les hommes de foi ne peuvent leur apporter, les amis, la famille. Donc, vous pensez que si je voulais exploiter la faiblesse des gens, je les verrais avec plus de récurrence. Et je m'y refuse parce que c'est vraiment un exercice particulier qui, pour moi, voilà, vient ponctuellement dans un chemin pour aider les gens, déjà au-delà de ça, à établir un contact et ensuite prendre dans leur vie les décisions qui vont résulter ou non de la séance qu'on aura eue ensemble. Et vous avez dit récemment que parfois, dans une journée, il vous arrive plus de parler avec les morts que les vivants. Et du coup, cela semble être difficile à vivre. Donc, Alors écoutez, vous parliez tout à l'heure de l'affliction des gens que je rencontre et le deuil dans lequel ils sont plongés, qui évidemment génère des chagrins, des dépressions, de grandes difficultés à avancer dans la vie. Il y a un contraste qui est très fort et que je partage au quotidien. C'est l'humour des défunts et c'est tel ils étaient, tel ils restent. Et ça donne, je vous assure vraiment, parfois dans des séances, des grands moments de joie, de rire, d'apaisement. Moi, j'ai pour mission chaque jour de pouvoir rendre un peu le sourire aux gens. Alors, pas forcément sur des choses très humoristiques, mais sur des moments de vie qu'ils viennent me décrire et qui génèrent des situations des fois cocasses, touchantes aussi. Et comme vous le voyez, moi, j'ai grand plaisir à parler avec les morts parce que je les trouve très drôles. Voilà. Et très objectifs. et, Et ils ne me ratent pas, hein, non plus, à titre personnel. et est-ce que ces entités se présentent à vous à tout moment, vous interpellent à tout Alors, moment? ça fait 15 ans hein, que je fais ce métier, j'ai l'impression du travail accompli. C'est-à-dire que quand ma journée de consultation se termine, je suis un peu plus en paix. Mais ça serait complètement mentir qu'au cours d'une journée, je ne reçoive pas des messages, on va dire, spontanés, impromptus, cocasses parfois. Mais j'ai appris tout à fait à maîtriser cela. Moi, j'aime bien parler de facultés et pas de dons. J'estime vraiment que nous avons tous en nous une part intuitive, que moi j'ai certainement eu plus développée que les autres à la naissance. Et j'estime que c'est comme un instrument de musique, un travail affiné pour établir la meilleure communication possible entre eux et moi et générer au quotidien un contact plein d'amour. Donc, comment vivez-vous une vie normale en parallèle? Une vie familiale, amicale, en parallèle de ce que vous faites. Donc, parce que vous vivez une vie normale. Donc, Je suis tout à fait dans une vie normale de parisienne. Je suis maman. J'ai les 2 pieds bien ancrés sur la terre et donc j'ai des responsabilités aussi de chef d'entreprise, hein, parce que à titre professionnel, vous l'avez dit, je mène de front ma carrière d'écrivain, d'autrice, de conférencière. Mais depuis toujours, j'ai cette grande part en moi
vous savez, de spiritualité et de foi. Je crois que ceux qui sont animés au quotidien par la foi savent qu'on peut tout à fait avoir un grand monde intérieur et une porte ouverte sur l'extérieur. Et moi, je fais coïncider les deux, tant au niveau personnel que professionnel maintenant. Et voilà, ce soir, France 2 diffuse un reportage au cours duquel vous effectuez une séance médiumnique en direct avec Adriana Carambeu. Est-ce que, Mhm. encore pour jouer l'avocat du diable, est-ce que vous a reproché de faire du sensationnel? J'ai accepté toutes les émissions que j'accepte de façon générale. Sont absolument exclues du sensationnel. Voilà, je refuse de faire du show, du spectacle. Moi, la mise en avant médiatique et publique n'a d'autre but que de dépoussiérer justement cette image un peu remplie d'occultisme, de peur, qui jalonne encore l'univers de la spiritualité et de la médiumnité. Et j'accepte ces émissions de télé qui sont donc dans la vulgarisation. Et en plus, vous le savez, l'émission de Michel Simès et d'Adriana Carambeu a pour but une vulgarisation justement de tous ces univers-là. Et ça a été traité avec beaucoup de rationalité, contrairement à ce qu'on peut penser, de respect et aussi de rendre les choses accessibles. Et c'est uniquement la raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette émission. Et de façon générale, quand j'accepte de poster, c'est parce que j'ai justement envie qu'on dépoussière et qu'on rende accessible ce qui est aujourd'hui traité voilà, de manipulation, d'occultisme. Et c'était important pour moi de participer. Justement, qu'avez-vous dire aux sceptiques qui sont quand même nombreux? Parce que bon, il y a des adeptes, il y a des personnes qui croient à ça, mais il y a aussi énormément de personnes qui n'y croient pas. Qu'avez-vous à leur dire? Bah, il y a mon père, il y a mon frère. J'ai tellement de gens autour de moi qui ne croient en rien. Mhm. Et j'avais quand même envie de dire, parce que le Liban me touche de près, j'ai partagé quelques années de ma vie avec un homme libanais qui ne croyait en absolument rien. Ah bon? Vous savez, je crois on ne peut pas faire croire quoi que ce soit à un sceptique. Voilà. Et je n'ai pas vertu à convaincre qui que ce soit. Euh, Cet homme, c'était un profondément croyant et spirituel. Et je pense que nous avons réussi à nous rejoindre sur ce terrain de la foi, de l'amour, de la spiritualité, au-delà de ce que nos religions ou voilà, les croyances diffèrent en chacun de nous. Je veux juste te dire que si je peux essayer de rétablir un lien entre le ici et l'après, essayer d'apaiser les cœurs et les âmes, pour moi, c'est ma seule gageure. Voilà, je n'ai pas d'autre mission que celle-là. Je peux dire que cette foi qui m'anime au quotidien, les signes que je reçois, ça m'a tout simplement sauvé la vie. Et je me dis que si ça peut aider les gens qui sont en deuil, qui ont besoin de décisions importantes dans leur vie, ou en tout cas de faire des manifestations probantes, je n'ai pas d'autre but que celui-là, c'est-à-dire de les aider à un instant T, chemin. Mais vous savez, la médiumnité, c'est comme la foi. Ça se vit de l'intérieur et rien ne le prouve. Voilà, rien ne le prouve jamais. Et justement, à propos de ça, j'ai cru comprendre que votre fille avait des envies de suivre un peu votre chemin, qu'elle commence à avoir elle aussi des signes. Et du coup, on se demande si ce don ou cette intuition est innée ou acquise. Alors moi, je viens de toute une lignée de femmes qui n'avaient absolument aucun talent ou en tout cas aucune faculté médiumnique ou qui, dans tous les cas, ne l'ont jamais identifié. Je n'ai connu ni mes grands-mères, ni arrière-grand-mères, donc je n'ai aucune passation, en tout cas transgénérationnelle à ce niveau. J'ai remarqué évidemment chez ma fille beaucoup d'intuition et de compétences médiumniques, mais parce que mon rôle de maman, c'est de la conduire sur le chemin de l'éducation, des valeurs et de l'aider dans sa construction psychologique, je pense que j'ai même été encore plus difficile, exigeante envers elle, parce que j'avais envie qu'elle mette tout cet aspect de côté pour qu'elle se construise en tant qu'enfant, jeune fille, jeune adulte, même si je sais qu'en cachette, chère Belinda, elle me pique mes oracles et mes cartes pour faire des prédictions à ses copines. Mais officiellement, je suis censée ne pas être au courant. Vous venez donc de dire que vous avez eu un compagnon libanais. Oui. Et ça, donc, c'est surprenant. Bon, ça me surprend, moi, à titre personnel. Enfin, je ne connais pas votre vie, je ne suis pas censée le savoir. Mais que savez-vous du Liban, dans l'absolu? Je ne suis pas en train de vous demander... Êtes-vous venu au Liban? Effectivement, j'aurais adoré pouvoir m'y rendre.
Je peux vous dire que par extension, j'ai beaucoup prié Saint Charbel. Voilà, je le dis Mhm, parce que c'est une figure et voilà, vraiment mythique au Liban. J'en sais surtout l'histoire de ces peuples qui ont dû s'exiler, partir, pouvoir travailler, réussir leur chemin de vie. Moi, je sais surtout ce qui m'a infiniment touchée chez le peuple libanais, c'est leur culture, leur érudition, l'amour de leur langue et de leur pays. Moi, je suis évidemment très sensible à tout ça. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans cette histoire, c'est à la fois cette polyculture, ce métissage entre le Liban, la France. C'est un peuple qui est éminemment respectueux de la mienne de culture. Et je crois que c'est un véritable terreau aussi pour pouvoir construire cette histoire qu'on a partagée tous les deux. oui, vous savez, pour nous, la France est notre mère patrie aussi. Donc, nous avons Oui, beaucoup d'affinités avec la France. Nous pratiquons la langue. La majorité des Libanais absolument. sont parfaitement bilingues. Et voilà, donc. Je suis à titre personnel absolument fan de Khalil Gibran. Je le lis régulièrement. Ça a été une grande source d'inspiration pour moi. Vous pouvez même en trouver quelques vers dans mon dernier livre. Je suis évidemment, en tant que grande érudite de littérature, pour ne pas se cantonner à lire nos auteurs dans le texte français. Et je trouve qu'on a beaucoup de richesses à venir chercher justement ces héritages culturels d'ici et d'ailleurs. Alors voilà, pour clôturer un peu cet échange, je voudrais vous remercier, Anne Tuffigo, d'être venue nous parler de votre don et de votre métier. Et je ne vais pas faire comme Anne Roumanoff a fait sur Europe 1. Et je ne vais pas vous demander si vous voyez des entités dans ce studio. Et Ah non, merci. j'allais vous dire, Belinda, que je souhaite le meilleur au peuple libanais. Vraiment, je suis absolument solidaire de tout ce qu'il traverse au niveau écologique, politique, social et économique. Moi, je voudrais adresser toutes mes amitiés au peuple libanais, que, comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup. Je sais que ce sont vraiment des crises difficiles, existentielles, et je vous envoie vraiment mes meilleures énergies pour ça. Merci énormément. Merci beaucoup, Anne Tuffigo. Merci de nous Moi. avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site web et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.